Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101, le podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Je suis Marc Sanselme, fondateur de Scopeo, agence d'intelligence artificielle qui accompagne toutes les entreprises à tirer le meilleur de cette technologie. Sur Data Driven 101, notre podcast, je reçois chaque semaine des professionnels d'horizons variés qui viennent nous partager leur vision, leurs convictions et leurs expériences. Aujourd'hui, je reçois Léa Kahn, cofondatrice de Kiosk et ancienne product manager chez Amazon. Kiosk est un logiciel qui permet aux entreprises de se mettre en conformité avec la CSRD, la nouvelle loi qui encadre les rapports RSE. Bonjour Léa. Bonjour Marc. Alors Léa, peut-être commençons par ton expérience chez Amazon. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Alors moi, j'ai rejoint très tôt le département advertising d'Amazon et je travaillais sur un logiciel qui permet aux entreprises de créer des campagnes publicitaires. Donc c'est un outil de reporting B2B, très différent des outils qu'on a l'habitude de voir chez Amazon comme le site e-commerce ou AWS. Et ça a été une expérience hyper formatrice pour moi. Déjà, apprendre le métier de product manager, parce que je suis devenue product manager chez Amazon. Et c'est un métier qui est très spécifique, qui vient des États-Unis, qui vient du monde de la tech. C'est un métier où finalement on a besoin de comprendre profondément les besoins de nos utilisateurs, de nos clients, pour définir une vision et travailler après avec des équipes data, dev, design, pour réaliser cette vision. Et donc, un rôle extrêmement intéressant, un rôle central qui permet de travailler avec plein d'équipes différentes sur des sujets différents, effectivement du design au développement au lancement du produit. Et donc, énormément appris chez Amazon, même si rapidement, j'ai senti que je n'étais plus alignée en termes de valeurs avec l'entreprise qui avait une ambition... qui a une ambition folle et qui ne s'arrêtera jamais. Comment tu décrirais la boîte Amazon ? Justement, je dirais que c'est une boîte intense. Quand j'ai rejoint Amazon, on était 300 000 salariés. Quand j'ai quitté, on était plus d'1 million de salariés. Sachant que chaque nouvelle recrue doit être plus forte que 50% des personnes déjà embauchées chez Amazon. Donc, toutes les nouvelles personnes qui rejoignent l'entreprise sont censées, en tout cas, avoir un niveau plus élevé que celles qui... C'est la politique de recrutement. C'est la politique de recrutement. Okay. Ça fait partie des politiques de recrutement. Après, c'est difficile à mesurer, évidemment, mais ça demande à être toujours... à se remettre en question de manière continue et à s'améliorer tout le temps, continuer à apprendre pour rester compétitif. Donc peut-être que c'est le deuxième terme que j'emploierais, c'est compétitif. Après, dans les positifs, moi ce que j'ai beaucoup apprécié chez Amazon, c'est que tout passe par l'écrit. Il y a vraiment une culture du document qui pousse les employés à aller loin dans leur réflexion, à pas seulement mettre quelques idées sur des slides, mais à vraiment décrire ce qu'ils ont l'intention, le projet ou le produit qu'ils présentent. Donc il y a vraiment cette culture de mettre des choses à l'écrit et ensuite de demander à différentes personnes de donner du feedback, de donner des retours. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important et que j'essaie de continuer à mon échelle, à l'échelle de Kiosk. Il y a un autre sujet qui est la méritocratie, quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié dans mon expérience chez Amazon. C'est que finalement, il y a pas mal de process qui sont créés pour éviter les biais et permettre à une personne méritante, une personne qui se donne d'atteindre ses objectifs sans limite ou sans contrainte un peu imposée, comme on peut le voir dans d'autres entreprises où, par exemple... l'âge va être pris en compte dans les décisions d'avancement, c'est ça, voilà, moi ça a jamais été un sujet et j'ai beaucoup apprécié le fait de pouvoir prouver que la performance sur différents sujets et qu'on l'accepte sans remettre en question quoi que ce soit et donc sentir que finalement, le travail était la première chose qui était considérée et que le reste, c'était secondaire. Si on se donnait les moyens d'atteindre nos objectifs, on
on allait pouvoir être récompensé. Donc ça m'a beaucoup plu. Alors, en tant que product manager, quelle était ton interaction avec l'équipe data ? Alors nous, dans le département advertising, on était segmenté entre les produits self-service et les produits managed service. Donc les produits self-service qui étaient utilisés par des clients, par des entreprises externes de manière indépendante, et le département managed service pour lequel les clients étaient beaucoup plus accompagnés par les équipes d'Amazon, prises par la main. Donc dans notre département self-service, on avait une équipe data dédiée qui allait accompagner à la fois les équipes finance, sales et customer success, client success, à prendre des décisions business basées sur la donnée. Donc, j'ai quelques exemples en tête. Avec plaisir. Notamment un process qu'on réalisait chaque semaine, le Weekly Business Review, ou WBR. C'était un moment dans la semaine où les équipes finances présentaient la performance financière du département, très segmentée. C'est-à-dire qu'on allait à l'échelle du client pour chaque semaine voir les variations, l'évolution de performance principalement financière. Et c'était un moment pour les équipes finances pour poser des questions et comprendre pourquoi est-ce qu'on observait une évolution entre un point de données et un autre, qu'est-ce qui pouvait expliquer cela. Donc il y avait beaucoup de ce travail d'attribution. Comment est-ce qu'on peut expliquer une variation dans la performance ? Donc ça, c'était un process qui demandait beaucoup de temps aux équipes data parce qu'elles avaient besoin de constituer ces rapports et de faire les follow-up après avec les équipes concernées. Donc ça, c'était un premier point. Et moi, plus au niveau du product management, ce qu'on nous demandait chez Amazon, c'est de gérer l'atterrissage du produit en plus de son lancement. Il y avait ce concept de launch and land. Ça voulait dire que notre job, c'était pas uniquement de développer un nouveau produit, une nouvelle feature, une nouvelle brique du logiciel, le lancer et puis attendre et puis passer à autre chose, mais vraiment s'assurer que la raison pour laquelle on avait développé ce nouveau produit, cette nouvelle feature, avait bien été cochée. C'est-à-dire que si dès le départ, on avait décidé de prioriser une feature parce que elle répondait à une problématique concrète d'un client, d'un utilisateur, il fallait prouver qu'une fois la feature lancée, elle répond. La problématique de l'utilisateur était bien n'existait plus, ou en tout cas qu'on avait bien répondu au problème. Et donc ça demandait pas mal de data également. Ouais. Donc on avait sur la partie qualitative mis en place des process, dont un process qui s'appelait Voice of Customer, pour lequel on récupérait des centaines de milliers de points de données, donc principalement qualitatifs, qui allaient être consolidés par les équipes sales et les équipes en direct avec les clients, mais dans certains cas aussi obtenus sur le logiciel directement. Donc c'est un peu l'équivalent des NPS ou ce type de score, mais on allait plus loin que le scoring uniquement. On demandait vraiment des... NPS, c'est la recommandation des clients. C'est ça, exactement. Donc on avait tout un pan plutôt qualitatif, et en plus, on se rendait compte qu'on avait besoin de faire remonter des données plus précises sur leur utilisation réelle. En fait, on voyait que parfois, il pouvait y avoir un décalage entre le ressenti de la personne et sa vraie utilisation du produit. Et donc, on a mis en place la méthodologie HEART. Voilà, je ne sais plus parler anglais. HEART, donc c'est le framework de Google. OK. HEART, c'est Happiness, Engagement, Adoption, Retention et Task Success. D'accord. Et en fait, ça demande à une entreprise de définir des indicateurs, des métriques pour chacune des catégories. Et donc, typiquement, sur Happiness, on va retrouver des indicateurs comme le NPS, des données plutôt qualitatives sur à quel point est-ce que vous aimez la feature ou le produit. Sur la partie engagement, on va mesurer le nombre de fois où la personne va interagir avec le produit. L'adoption, c'est le nombre d'utilisateurs. Ouais. La rétention, c'est le nombre d'utilisateurs dans le temps, donc qui reviennent. Donc ça va être du retention rate, du churn rate, ce genre de metrics.
Et ensuite, task success, ça va être le temps l'efficacité qu'on a générée ou le temps qu'on a fait gagner à nos utilisateurs grâce à cette feature. Okay. Donc ça a été beaucoup de travail pour mettre en place ce framework, mais assez intéressant de le standardiser sur différentes features. C'est hyper intéressant ce genre de framework parce qu'effectivement, le problème que tu évoquais à la base, qui est que les gens, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. En pratique, une fois en place, tu as Heart, donc 5 notes. Est-ce que vous regardez vraiment les 5 ? Est-ce que les 5 sont utiles pour prendre des décisions ? Est-ce que finalement, on se focalise sur certaines ? En pratique, ça donne quoi ? En fait, c'est intéressant parce qu'il y a 5 catégories, mais il y a beaucoup plus d'indicateurs parce qu'il y a plusieurs indicateurs par catégorie. Ouais. Et donc, on avait souvent choisir des indicateurs différents selon la feature, le produit qui sortait. Et donc, ça faisait partie du travail du product manager en amont du lancement et même du développement, quand on était encore dans la phase d'idéation, de design, de définir quels allaient être les indicateurs clés pour son lancement. D'accord. Donc potentiellement pas toutes les lettres de Heart. Alors toutes les lettres de Heart, mais pas les mêmes indicateurs sur chaque lettre de Heart. C'est-à-dire qu'on allait avoir différents, pour la partie, la dernière lettre, pour Task Success, selon le lancement, on va avoir certaines features ou certaines améliorations du produit qui vont permettre à un utilisateur de gagner du temps et d'autres qui vont plutôt lui permettre de gagner des clics, d'avoir moins de clics à réaliser et donc de gagner en efficacité. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'on peut parler de Kiosk ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit ? Bien sûr, Kiosk, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de consolider l'ensemble de leurs données environnementales, sociales et de gouvernance pour se mettre en conformité avec la CSRD. La CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. C'est la nouvelle loi qui encadre les rapports RSE. En fait, concrètement, c'est un rapport annuel que les entreprises doivent publier. Historiquement, ça a impacté que les grands groupes, que les grandes entreprises. Et à partir de janvier 2024, ça impacte 50 000 entreprises européennes, progressivement. Mais on parle d'entreprises de taille moyenne, de taille intermédiaire. On parle également de PME. C'est un périmètre qui est beaucoup plus large. Et ce qui est aussi intéressant dans cette directive, c'est que c'est la première fois qu'on demande aux entreprises de réfléchir, enfin pas de réfléchir, de mesurer leur impact sur l'environnement et de prendre en compte également les impacts de l'environnement sur l'entreprise. Donc à la fois de cartographier ces impacts et les risques financiers auxquels court l'entreprise, parce que concrètement, aujourd'hui, une entreprise qui ne fait pas cet exercice, elle n'a aucune garantie de résilience pour le futur, et même le présent. Elle a des gros risques face à elle. Et donc, c'est la première fois qu'on demande vraiment aux dirigeants et aux dirigeantes de se poser la question dans quelle mesure est-ce que mon business est résilient dans un contexte de dérèglement climatique et comment est-ce que je peux m'y préparer au mieux. Donc, quelles sont les solutions, enfin, c'est pas des solutions, mais quelles sont les voies d'adaptation et d'atténuation que je peux mettre en place au sein de mon entreprise pour garantir d'être toujours vivante dans quelques années. Ouais. Oui, c'est à la fois comment je fais pour ne pas avoir cet impact de dérèglement sur le climat et à la fois comment est-ce que je suis capable de m'adapter et pas venir pleurer dans 10 ans parce que j'ai construit un business qui n'était pas robuste au changement climatique finalement. C'est prendre conscience du fait que chaque entreprise aujourd'hui est dépendante de ressources et que dans un monde où ces ressources sont de plus en plus limitées, forcément ça impacte l'entreprise et il faut qu'elle prenne cela en compte pour prévoir son futur les prochaines années si elle veut éviter des scénarios où elle n'a plus accès à ses ressources ou alors ces ressources deviennent beaucoup trop chères et elle ne peut plus se permettre de les utiliser. C'est finalement mettre un prix sur l'utilisation de ces ressources. D'accord. Alors quel était le constat pour créer Kiosk, quel était le constat sur le besoin ? Concrètement, donc cette nouvelle directive, la CSRD, elle demande aux entreprises de réaliser ce que je décrivais, c'est l'analyse de double matérialité.
cartographier les impacts de l'entreprise sur son environnement et les impacts de l'environnement sur l'entreprise. Et quand je dis environnement, c'est plutôt au sens large, donc c'est la société et pas que le climat ou que les sujets environnementaux. Et en plus de cette analyse, les entreprises doivent mesurer jusqu'à 147 indicateurs quantitatifs et répondre à une 60aine d'exigences. Nous, quand on a quitté nos jobs respectifs avec mes cofondateurs, on a commencé par faire du conseil en RSE. Donc, on a proposé une offre large et très vite, on s'est rendu compte que nos clients avaient des problématiques sur le reporting parce qu'on leur demandait des points de données, que ce soit des investisseurs, des clients, des salariés. Ils avaient constamment besoin de fournir des données environnementales, sociales ou de gouvernance, mais ils ne les avaient pas. Elles n'étaient pas consolidées dans un outil. Elles n'étaient pas forcément disponibles au moment où l'entreprise devait fournir un rapport. Nous, ce qui était intéressant, c'est que notre expertise, elle est dans le développement du logiciel reporting, logiciel B2B. Et donc, on a creusé cette problématique. On a proposé un premier outil qu'on allait vendre à nos clients actuels. Et au même moment, la même année, la CSRD est entrée en vigueur. Donc, la loi est passée, elle a été transposée au droit français. Maintenant, elle s'applique, alors progressivement, mais elle s'applique à de plus en plus d'entreprises chaque année. Et donc, aujourd'hui, nous, notre plus grosse valeur ajoutée, elle va être sur l'extraction et la transformation des données, parce qu'il y a des milliers de points de données différents qu'il faut faire rentrer dans le modèle de la CSRD, qui est un modèle à, comme je le disais, 147 indicateurs. Donc, il y a plusieurs étapes de transformation qu'on réalise de notre côté. Et voilà. Et au-delà de la collecte de données, il y a différents sujets qui sont très importants dans la CSRD. C'est la première fois que ce type de rapport est audité. Donc, on va avoir des commissaires aux comptes, des experts comptables, des avocats qui doivent en fait auditer les rapports avant que les entreprises puissent les publier. Et donc, nous, on les accompagne également sur ce volet-là. Donc, aujourd'hui, on est le seul acteur dédié à la mise en conformité CSRD pour les ETI. Parce qu'aujourd'hui, les grands groupes sont équipés et travaillent sur ce type de rapport depuis longtemps. Nous, aujourd'hui, on voit vraiment un besoin d'accompagner les PME et les ETI qui n'ont pas non plus de budget pour se faire accompagner par des consultants de type Big Four pour des centaines de milliers d'euros chaque année. Ouais, donc votre valeur ajoutée, elle est vraiment dans la structuration, la transformation des données, etc. Jusqu'à la publication du rapport. Jusqu'à la publication et en partant peut-être de la collecte. Est-ce que vous allez aussi, on va dire, récupérer des sources de données un peu universelles qui vous permettent de faire le lien Est-ce que vous êtes une source, finalement? Est-ce que vous avez accumulé des données qui peuvent être utiles pour vos clients? Nous, aujourd'hui, on ne va pas être sur la captation ou sur... on ne va pas faire remonter des données en temps réel, par exemple. Il y a pas mal d'acteurs qui travaillent, qui existent à ce niveau-là. Nous, on va vraiment avoir la position d'agrégateur de données. Donc, on va avoir plusieurs méthodes pour collecter ces données. On va s'interfacer à ces outils via API pour récupérer un certain nombre de données. On va permettre à nos utilisateurs d'envoyer des sondages à leurs collaborateurs, à leurs fournisseurs pour faire remonter des données. Et ça, on voit aujourd'hui que c'est nécessaire parce que dans encore plein de cas, les entreprises n'ont pas d'outils ou n'ont pas de production de data en temps réel. Donc, elles vont avoir besoin d'aller consulter différents contributeurs. On va permettre également la saisie manuelle et l'import de fichiers. Donc, c'est comme ça que nous, on vient récupérer des milliers de points de données qu'on va ensuite mapper pour les traiter, pour calculer nos indicateurs. Alors, si on parle de la donnée elle-même, quel genre de data vous traitez dans le cadre des calculs RSE? Alors, nous, on va avoir besoin d'aller chercher des données environnementales, sociales ou de gouvernance. Et concrètement, il va y avoir plein d'indicateurs différents, mais dans les sous-catégories, on va avoir pas mal d'indicateurs liés au climat, à la pollution, à l'utilisation des ressources marines, à tout ce qui est lié à l'économie circulaire. On va avoir un grand nombre d'indicateurs
en lien avec les travailleurs de l'entreprise, les travailleurs dans sa chaîne de valeur, les communautés impactées. Et donc, pour redescendre encore un niveau, pour vous donner juste quelques exemples d'indicateurs, ça va être la consommation d'énergie, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise, sa consommation d'eau, sa quantité de déchets, le nombre de femmes managers et le nombre de personnes en situation de handicap, par exemple. D'accord. Quel est le niveau de fiabilité de toutes les données que vous pouvez récupérer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est justement un des pain points qu'on résout. On permet à nos utilisateurs de fournir des preuves justificatives sur différents points de données pertinents. On permet également aux administrateurs, donc aux utilisateurs admin, de définir des règles de qualité, des règles de vérification sur la donnée. Un exemple concret, ça va être un utilisateur qui veut garantir que les données d'entrée sont dans le bon format, dans le format attendu. Donc ça, c'est quelque chose qui va être prédéfini en fait. Et finalement, on va permettre on va fournir l'historique de toutes les modifications qui ont été apportées sur l'outil. Et ça, c'est extrêmement important pour les auditeurs, parce que c'est eux qui doivent garantir la fiabilité, la qualité des données. Et donc, en leur permettant d'avoir accès aux logs et en leur permettant de remonter la piste d'audit, eux peuvent vraiment confirmer si la donnée est de qualité ou non. Est-ce que tu aurais des exemples de décisions business prises grâce aux données? Alors, sur le logiciel plein, parce que notre business, c'est de mettre de la donnée à disposition de nos clients pour qu'eux prennent les bonnes décisions et pour qu'eux structurent leur stratégie RSE en se basant sur de la donnée. Donc, des exemples de clients, on va avoir des entreprises qui vont prioriser certaines actions après avoir mesuré leur index de parité homme-femme, par exemple. Donc, se rendre compte qu'ils ont un sujet à régler, qu'ils ne sont pas excellents et que c'est quelque chose qu'ils doivent prioriser pour s'améliorer et surtout pour prouver l'année suivante qu'ils vont dans la bonne direction finalement. Un peu pour revenir sur la raison pour laquelle on a créé cette entreprise Kiosk, c'est pour avoir un alignement entre les objectifs qui sont fixés par l'entreprise et ce qui est fait au quotidien pour atteindre ces objectifs, finalement. Donc, c'est l'opposé du greenwashing et du social washing. C'est comment est-ce qu'on met en place les trajectoires, comment est-ce qu'on se donne les moyens d'atteindre nos objectifs. Donc ça, c'est un peu ce qui nous guide depuis le début. D'accord. Alors, quel est l'état des lieux côté greenwashing et social washing en 2024 ? On sent que les entreprises font de plus en plus attention. Il y a quand même une peur générale d'être épinglé. Même si on a encore plein de pépites, on en voit régulièrement des entreprises qui communiquent sur leurs produits ou leurs services neutres en carbone, éco-responsables, verts, super green. Ça, on en voit tout le temps. Après, là, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est cette nouvelle directive qui va... ça fait un peu sadique de le dire comme ça, mais cette nouvelle directive qui va imposer des amendes aux entreprises qui continuent à publier ou en tout cas à s'auto-proclamer green, vert, éco-responsable, et celles qui utilisent également des labels douteux. Donc si cette loi entre en vigueur, les entreprises ne pourront vraiment plus communiquer comme elles le font aujourd'hui sans avoir de sanctions. Est-ce que c'est vrai que les comptables aujourd'hui ne valident plus les comptes si les trajectoires RSE ne sont pas crédibles ? Alors aujourd'hui, c'est pas inscrit dans la loi. Nous, on est persuadés que c'est la suite naturelle de la CSRD. On va après imposer aux entreprises ce reporting. On va les challenger sur la pertinence du reporting ou la pertinence du plan d'action qu'ils définissent. Donc, dès 2024, les commissaires aux comptes, les experts comptables et les avocats vont pouvoir auditer
les rapports CSRD des entreprises, mais ils n'iront pas jusqu'à évaluer ou scorer la pertinence ou la beauté du rapport. Enfin, par contre, ce qu'on voit, c'est des agences de notation financière qui sont de plus en plus matures sur l'aspect extra-financier et qui, elles, vont, d'après nous, augmenter leur champ, leur périmètre d'action pour scorer la viabilité, la solvabilité d'entreprises sur ces critères-là. Donc, on espère vraiment qu'à terme, ces critères ESG soient au même niveau que les critères financiers. Alors, j'ai une question très pragmatique. J'accompagne des clients sur toutes sortes de domaines et donc potentiellement, j'ai besoin de données sociales, environnementales. Où est-ce que je peux aller la chercher ? Aujourd'hui, il existe beaucoup de données à aller chercher et c'est une des complexités, le nombre de sources qui peuvent exister. Surtout que la donnée existe dans différentes formes et que le challenge, c'est de réussir à la standardiser. Nous, on collecte les données de 4 manières, donc via l'intégration API, via l'envoi de sondages, via l'import de fichiers divers et via la saisie manuelle. Alors pour quelqu'un qui veut démarrer, donc pour une entreprise qui se lance donc dans une politique RSE, quelles actions qu'est-ce que tu recommandes de faire ? Alors, notre recommandation, la première étape, c'est toujours de faire l'état des lieux, donc de comprendre où se trouve l'entreprise aujourd'hui, dans quel contexte, quelles sont ses activités, comment est-ce qu'elle crée de la valeur, quelles sont ses parties prenantes. Donc c'est un peu la toute première étape qui est très rapidement suivie dans notre recommandation d'une étape d'analyse, donc de diagnostic un peu plus poussé. Et donc aujourd'hui, pour faire son diagnostic RSE, nous on recommande vivement de faire une analyse de matérialité simple ou une analyse de double matérialité qui, pour rappel, va permettre à l'entreprise d'identifier ses enjeux les plus stratégiques. Ça va lui demander de réfléchir à ses impacts sur l'environnement et la société et aux impacts de la société et de l'environnement sur son activité. Et à partir de cette analyse, elle va pouvoir identifier les enjeux les plus pertinents pour elle. Elle va se rendre compte que finalement, changer les ampoules LED ou remplacer la machine à café, c'est pas ce qu'il y a de plus stratégique à son niveau. Et donc, une fois qu'on a cette liste d'enjeux matériels ou d'enjeux stratégiques, là, on peut commencer à structurer une vraie démarche RSE. Et donc, la deuxième étape, ou troisième, c'est de mesurer des indicateurs en fonction de ces enjeux stratégiques. Et une fois qu'on a mesuré ces indicateurs, ce qu'on demande souvent aux entreprises, c'est de définir des objectifs. Donc se dire, voilà, aujourd'hui, je suis à tel niveau, où est-ce que je veux être demain, où est-ce que je veux être dans 10 ans, par rapport à mes enjeux les plus stratégiques. Et donc, une fois qu'on a défini un objectif, il faut définir un plan d'action, il faut définir des sous-objectifs ou des milestones pour atteindre ces objectifs-là. Et il faut mettre en place des process, des mécanismes pour s'assurer que régulièrement, on évalue la pertinence de ces actions. Est-ce que ça m'a vraiment aidé à aller dans la direction de mon objectif ou pas ? Ouais. Et donc, d'en recréer des nouveaux et de s'améliorer de cette façon. De répéter, en fait, cet exercice plusieurs fois. Sachant que ce qui est clé, d'après nous, c'est de faire redescendre les objectifs de l'entreprise au niveau opérationnel. Parce qu'aujourd'hui, la problématique qu'on voit, c'est que les entreprises, elles prennent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, d'atteinte de la parité d'ici 2030. Au niveau d'un groupe, ça ne veut pas dire grand-chose. Tant qu'on ne sait pas concrètement quelles sont les pièces à bouger dans le puzzle, ou plutôt sur l'échiquier, finalement, on avance dans le vide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui contribue à notre impact actuel. Finalement, quels sont si on parle du climat, quels sont nos plus gros postes d'émission. Mais si on parle de parité, quelles sont les équipes qui sont les moins bien représentées ?
Et c'est à elles d'avoir des objectifs qui sont plus, déclinés de cet objectif global. Ce que je veux dire, c'est que si on a juste un objectif à l'échelle de l'entreprise et rien au niveau opérationnel, il ne va rien se passer. Tant qu'on n'a pas réussi à faire redescendre les objectifs de l'entreprise pour chaque équipe, on n'a pas une stratégie RSE vraiment développée et on est encore un petit peu dans le greenwashing, d'après moi. En tout cas, on ne s'est pas donné les moyens d'atteindre cet objectif. Mais par rapport à cette stratégie qui est très logique, de dire je découpe en fait tous mes enjeux et je regarde lequel est le plus gros pour moi, c'est difficile de mettre deux des indicateurs que tu as cités là, de les comparer, alors que l'impact carbone, c'est l'impact carbone et il y en a un qui est plus gros que l'autre, quoi. Est-ce que c'est, je sais pas moi, Alors, par rapport aux enjeux matériels, une fois qu'on les a définis et que, par exemple, une entreprise qui est dépendante de matière ou qui demande, par exemple, un transport de matière conséquent et qui a donc un enjeu autour du dérèglement climatique et des émissions de gaz à effet de serre, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va devoir prioriser cet enjeu ou le comparer à un autre enjeu sur la partie sociale. Elle peut définir ses 30 enjeux matériels, d'ailleurs dans la partie gouvernance également, et décider d'avancer sur ces différents objectifs séparément. C'est-à-dire que l'entreprise, une fois qu'elle a... c'est déjà le cas aujourd'hui, parce que les entreprises communiquent sur des objectifs long terme. Elles vont se fixer des objectifs sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la consommation d'énergie, sur la parité. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ça ne suffit pas de fixer l'objectif. Ce qu'on veut surtout voir, c'est contrôler comment on y arrive. Et pour y arriver, nous, on est persuadés qu'il faut segmenter en fait ces objectifs et les faire redescendre à différents niveaux et faire en sorte que l'équipe marketing ait son propre objectif en lien avec cet enjeu de parité qui va être différent parce que elle a peut-être une performance sur cet enjeu qui est meilleure ou moins bonne que l'équipe tech, par exemple. Alors, est-ce que vous faites du machine learning chez Kiosk ? Aujourd'hui, on commence à développer des algos sur la collecte de données et sur la partie plus long terme de visualisation et de génération de plans d'action. En fait, les plans d'action, c'est des recommandations. Et donc, ça se prête très bien dans un contexte de machine learning. D'accord, donc là, de l'IA générative carrément, non ? Dans certains cas, on teste, on est encore en phase d'exploration, on a 1 an, donc on est encore tout jeune, mais on a prévu d'utiliser ce type de technologie, et on commence à le faire pour des cas d'usage très précis. Ceci étant dit, on est un peu dans une réflexion à ce niveau-là également. On veut pas faire de la tech pour faire de la tech. On veut justement limiter nos propres consommations d'énergie. On veut faire de l'éco-conception sur l'outil. Donc on cherche un équilibre qui nous permet d'accompagner nos clients et de les faire gagner du temps sur cette partie reporting pour que, in fine, eux atteignent bien leurs objectifs. On cherche l'équilibre où on permet à nos clients de gagner du temps sur la production du rapport pour que eux, in fine, atteignent leurs objectifs de durabilité, parce que c'est la mission de l'entreprise, de Kiosk. Mais par contre, on ne veut pas stocker des quantités de données folles sans avoir derrière de vrais bénéfices directs. Alors sur cette question de stockage de données, et surtout du calcul, donc la consommation d'énergie pour l'IA, entre guillemets, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous avez vous avez déjà accompagné des clients où vous connaissez des cas d'école de sociétés qui se seraient posé ces questions-là? Quel est l'état des lieux de l'impact environnemental du côté de l'IA? Je suis pas du tout une experte sur le sujet l'impact environnemental de l'IA. Ce que j'entends, c'est que c'est quand même conséquent. C'est quelque chose qu'il faut
qu'il faut continuer à creuser et mesurer et réduire. Parce que j'ai pas l'impression que on se pose beaucoup de questions sur l'aspect long terme. Tout est tellement en mode recherche aujourd'hui. Tout à fait. Qu'on se dit, dans 2 ans, ce sera plus comme ça de toute façon, mais... J'ai pas la réponse. Moi, ma position là-dessus, c'est que de manière générale, il faut qu'on fasse de la tech for good et de l'IA for good, enfin, qu'on réfléchisse bien aux cas d'usage qui ont du sens aujourd'hui, enfin, qui peuvent contribuer à améliorer nos conditions de vie sur Terre, mais là, si on regarde la moyenne des gens et pas que les 1%, enfin, en tout cas, ça c'est très personnel, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc typiquement, des services qui nous permettent d'aller encore plus vite, nous, Français, et encore, je parle d'une bulle plutôt parisienne, mais voilà, je trouve pas ça nécessaire, et au contraire, je pense qu'il faut qu'on puisse dire qu'on est contre quand on l'est, et par contre, quand ça peut permettre de répondre à des problématiques sociétales, que ce soit dans la santé ou en lien avec les crises actuelles, qu'elles soient environnementales ou sociales. Là, je trouve ça intéressant. Mais quoi qu'il arrive, il faut pouvoir... il faut qu'on ait une meilleure compréhension de l'impact réel que ça a. Comme tout, en fait. Il y a pas pour revenir à cette question du greenwashing, il n'y a pas de produits verts ou de solutions miracles. Tout a un coût et il s'agit de faire des compromis et de choisir de prendre des décisions. Donc, pour ça, il faut avoir conscience des pros and cons, des bénéfices et des inconvénients. Alors, qu'est-ce que tu préfères dans ce métier ? Moi, je suis très enthousiaste à l'idée d'accompagner des entreprises sur leur mise en conformité CSRD. Pourquoi ? Parce que avant de me lancer, avant de créer Kiosque, j'avais une frustration et une perte d'espoir de manière générale. J'étais plus très optimiste, alors que ma nature, c'est d'être vraiment très optimiste. Et avec cette nouvelle directive, avec ce nouveau référentiel de reporting, j'ai regagné espoir un petit peu. Et ça, je trouve ça hyper important, en tout cas d'avoir une direction et de permettre à des entreprises de se mettre en conformité plus facilement, plus rapidement. C'est quelque chose qui m'inspire énormément. Donc voilà, c'est la directive la plus ambitieuse qu'on a vue, qu'on a eue jusqu'à maintenant. C'est la première fois qu'on demande aux équipes RSE de travailler avec des équipes finance. Et c'est la première fois qu'on demande à des équipes finance d'intégrer des critères ESG dans toutes leurs analyses de risque. Donc, pour nous, c'est vraiment un game changer. Donc, on est hyper excités à l'idée d'accompagner de plus en plus d'entreprises dans leur mise en conformité. Et alors, quelles sont vos prochaines étapes ? Alors, on est en plein recrutement. Nous, en fait... on a un sujet de croissance, d'accélération, parce que la directive est entrée en vigueur en janvier 2024 et il y a de plus en plus d'entreprises qui sont impactées. Donc, pour soutenir cette croissance, on a besoin d'une tech solide et pour cela, on recrute différents postes en data, en dev principalement, mais aussi en sales. Et voilà, ça c'est le point principal, recrutement en ce moment. Effectivement. Qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode de Data Driven 101 ? Alors, j'ai un ami de longue date qui s'appelle Nathanaël et qui est le CTO de Captain Cause. Je ne sais pas si... Nathanaël Romano. Oui ? Vous l'avez déjà interviewé ? Je le connais bien. Ok. C'est un camarade de promotion. D'accord, ok. Et c'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Léa. Je t'en prie. Merci à toi.